Tout le monde pense qu'il a le QI d'une chaussette mouillée et la profondeur émotionnelle d'une flaque d'eau. Mais cette insulte se révèle être l'élu et le soldat le plus prometteur de l'empire de Barsberg. Teda Klein est né dans un monde de guerre et de violence. Il entre à l'académie militaire de l'empire de Barsberg où les meilleurs étudiants sont formés pour aider l'empire à gagner des batailles. Cet idiot sans cervelle est comme un jouet cassé, toujours malmené par sa propre histoire tragique et sans aucun souvenir de son passé. Alors, tout le monde l'appelle un esclave et le traite comme de la merde, mais heureusement, Taito a un ami nommé Mikage, et ils sont inséparables. Il s'avère que Taito et Mikage font partie des Alates de la classe 315 qui sont choisis pour défendre la forteresse de Hoburg. Cette classe militaire d'élite de l'académie va passer l'examen de fin d'études et démontrer ses compétences en Zefan. Une fois le cours terminé, Mikage court vers Taito pour lui demander s'il est nerveux pour l'examen de fin d'études. Mais Tito le gifle au visage en disant qu'il n'est pas du tout nerveux. Mikage déclare qu'il réussira l'examen de fin d'études, rejoindra l'armée impériale et sauvera sa famille. Quand il demande si Tito ne se souvient toujours de rien de sa famille, il répond qu'il ne cesse de faire les mêmes cauchemars. La nuit avant d'aller se coucher, Taito dit à Mikage qu'avant de venir à l'académie, il n'était qu'un esclave de combat sans famille, mais Mikage a toujours été son meilleur ami. En entendant cela, Mikage se met à pleurer comme un bébé en disant qu'il est vraiment heureux que Taito se soit ouvert à lui. Puis il demande à Tito de lui promettre que s'ils rencontrent des problèmes sur le champ de bataille, ils ne s'abandonneront pas et mourront ensemble. Le lendemain, Mikage et Tito se retrouvent dans la même équipe et l'examen de fin d'études commence bientôt. Le responsable de l'examen leur dit qu'ils devront vaincre le criminel et le tuer avant que le Hulk ne finisse par les tuer. Mais s'ils sont incapables de le tuer ou d'abandonner leur coéquipier, alors ils échoueront à l'examen. Le criminel se révèle être un géant énorme qui ressemble à une machine à tuer. Shuri, le coéquipier stupide de Mikage et Taito, dit nonchalamment qu'ils écraseront le criminel en un rien de temps, mais le criminel assomme l'un de ses amis et lui demande d'arrêter de déconner. Il dit que vaincre ses petits poulets réduira sa punition, puis il s'en va assommer les autres. Alors que le chaos se déroulait dans l'arène, un homme aux cheveux blancs, impassible, nommé Chef Ayanami, entre, l'air légèrement agacé de devoir gérer plus de bêtises. Autour de lui, les étudiants se faisaient démolir par l'énorme criminel, mais Taito et Mikage se débrouillaient plutôt bien, comme les deux derniers candidats d'une émission de télé-réalité sur la survie. Bientôt, le Hulk saute vers Shuri, mais Taito et Mikage bloquent son attaque et lui donnent un coup de pied dans le ventre. Puis Tito saute sur le bras du Hulk et commence à le frapper, mais soudain, le Hulk commence à étrangler Mikage. Voyant son ami en danger, Taito saute en l'air et assène un coup de pied sur le visage hideux du Hulk, puis le capture avec son Zaifen. Il demande au criminel de se rendre s'il souhaite sauver sa misérable peau et le Hulk abandonne. Cependant, le responsable apparaît devant Taito et lui dit que l'examen n'est pas terminé tant qu'il n'a pas tué le criminel, mais Taito ne suit pas ses ordres. Bientôt, Ayanami entre dans l'arène et tue lui-même le criminel, puis se moque de Taito pour être une mauviette. La nuit, Mikage dit à Taito que 19 personnes, y compris eux, ont réussi l'examen. Quand Taito l'interroge sur l'homme aux cheveux blancs qui a tué le Hulk, Mikage lui dit qu'il est le général Ayanami, un monstre impitoyable qui a tué des milliers de personnes. Puis il dit à Taito que demain, ils deviendront enfin des soldats et finit par dormir avec Tito. Le matin, alors qu'il se rendait pour soumettre ses documents, Taito entend un tintement familier d'un collier, le son contrôle son corps et bientôt il se retrouve debout devant la pièce dans laquelle Ayanami et son équipe discutent de quelque chose. Quand Taito jette un coup d'œil à l'intérieur, il voit qu'Ayanami tient un collier en disant qu'il doit trouver la pierre du collier qui appartient au roi des Haillons, également connu sous le nom d'œil de Mikel. Dès que Taito entend l'œil de Mikel, il se souvient soudainement de tout depuis l'époque où il était enfant. Ayanami était celui qui a tué le père de Taito et que le collier lui appartenait en réalité. Lentement, les cauchemars de Taito commencent à prendre sens alors que son esprit se remplit de souvenirs terrifiants de la mort de son père quand il était enfant. Submergé par la colère, Tito bondit sur Ayanami en utilisant ses pouvoirs Zaifan, mais il est rapidement maîtrisé et capturé. Ayanami ordonne que Taito soit jeté en prison, le traitant d'esclave des Haillons. Il refuse de le libérer tant que Taito ne révèle pas tout ce qu'il sait sur la pierre perdue liée au collier. Pendant ce temps, les affaires de Taito sont fouillées et Mikage découvre que son meilleur ami a été emprisonné. Une nuit, pendant que tout le monde dort, Mikage se faufile dans la prison et trouve Tito contusionné et gravement blessé. En voyant Mikage, Tito lui dit qu'il compte quitter cet endroit et ne pourra pas tenir la promesse qu'ils se sont faite. Mikage, cependant, attrape la main de Taito et insiste pour s'échapper ensemble. Alors qu'ils essaient de s'enfuir, les gardes d'Ayanami leur bloquent le chemin. Dans un geste désespéré pour protéger Mikage, Taito attrape un couteau et le tient à la gorge de Mikage, menaçant les gardes de reculer s'ils ne veulent pas que Mikage meure. Il s'excuse ensuite auprès de Mikage de devoir le laisser derrière, mais Mikage l'exhorte à se sauver et à ne pas s'inquiéter pour lui. Sans autre choix, Tito saute sur son vaisseau aérien et s'échappe, laissant Mikage derrière lui.
Gravement blessé par le Zaifan d'Ayanami, Tito perd le contrôle du vaisseau aérien et s'évanouit, le faisant tomber. Au lieu de s'écraser sur les montagnes en contrebas, il atterrit sur un garçon nommé Fro qui est en pique-nique avec ses deux amis sur leur propre vaisseau aérien. Quand Taito et Fro touchent le sol avec un grand fracas, les deux autres garçons se précipitent pour vérifier si leur ami trop confiant va bien. D'autre part, le président Miroku appelle Ayanami et lui ordonne de trouver Taito car le garçon est trop précieux pour être perdu. Les soldats qui partent à la recherche de Taito ne peuvent pas entrer dans le 7e district car c'est le domaine du dieu, et si Taito est là, les soldats ne peuvent pas l'arrêter. Fro et ses amis ont traîné un Taito inconscient jusqu'à une église espérant le réveiller. Quand Taito s'est enfin agité et a ouvert les yeux, la première chose qu'il a faite a été de donner un coup de pied à Fro au visage et de tenter de sauter du balcon. Fro, avec des réflexes fulgurants, a attrapé Taito par la chemise en plein air en disant qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi désireux de mourir. Alors que Fro luttait pour empêcher Taito de sauter, un autre garçon est intervenu, relevant Taito tout en réprimandant Fro pour s'en prendre aux petits-enfants. Quand Taito demande pourquoi il le sauve, le gars à lunettes explique que c'est une église de Barsberg du 7e district et les trois garçons appartiennent au clergé. Le gaz à lunettes se présente comme Castor, le garçon aux cheveux violets est Labrador, et celui qui a l'air effrayant est Fro. Quand Fro lui demande s'il vient de l'armée impériale, puisqu'il a un tatouage sur le cou, Tito lui crie qu'il ne fait pas partie de ces salauds. Voyant que Tito est en mauvais état, les trois garçons lui demandent fort de bien se reposer et le laissent seul. La nuit, Tito ne peut pas dormir car il s'inquiète pour Mikage. Il sort des portes, se demandant comment atteindre son ami, mais soudain, ses jambes faibles cèdent et il s'effondre. Il se réveille en sursaut après avoir entendu le cri de trois nonnes qui l'ont vu étendu sur le sol. Elles se présentent comme Sœur Athéna, Rosalie et Libelle. Les nonnes le soulèvent comme par magie, l'emmènent dans sa chambre et commencent à le traiter comme un prince. Pendant ce temps, Mikage a été mis en prison pour avoir aidé Taito à s'échapper. Bientôt, Ayanami l'appelle pour l'interroger et lui demande si c'est lui qui a aidé son ami cette nuit-là. Il menace de tuer sa famille s'il essaie de sauver Taito. Le lendemain matin, Tito se réveille complètement rétabli et se retrouve dans un endroit familier avec beaucoup de monde dans l'église. Il apprend que l'église aide à lever la malédiction de Verlorum, jetée par le dieu de la mort qui prenait les âmes des humains en échange de 3 vœux. Plus tard, Taito se dirige vers la bibliothèque pour approfondir le mystère des fantômes, seulement pour finir par s'évanouir lorsqu'il aperçoit une nonne avec un crâne en guise de visage. Fro, notre héros, intervient une fois de plus, attrapant sans effort Taito dans ses bras comme un marié avec sa mariée évanouie. Avec un air suffisant, il semble se demander silencieusement combien de fois il devra sauver ce gars. Peu de temps après, Castor apparaît, mentionnant nonchalamment qu'il est le cerveau derrière cette création de nonne au visage de crâne. L'étrange nonne tend un livre à Castor, mais Fro ne perd pas de temps, arrache le livre, attrape Taito et s'enfuit de la bibliothèque comme s'il était en mission secrète. Dehors, Fro révèle que le soi-disant livre est en fait un magazine rempli de photos scandaleuses. Avant que Fro ne puisse profiter de son trésor, la poupée au visage de crâne lui assène un coup de pied volant à la tête. Clairement peu impressionné par ses goûts littéraires. Plus tard, quand Taito demande à Castor ce qui s'est passé il y a 10 ans, il explique qu'il y a longtemps, il y avait 2 nations nommées Barsberg, sous l'œil de la protection divine de Raffle, et la seconde était le royaume des Haillons, sous l'œil de la protection divine de Michal. Les 2 nations ont signé un pacte pour maintenir la paix et travailler ensemble. Mais il y a 10 ans, Rags a rompu le pacte et a déclaré la guerre à l'empire de Barsberg et il a été rapidement détruit. Tito demande si c'est vraiment la vérité, Fro lui dit que s'il ne croit pas à cette version de l'histoire, alors il devrait trouver la vérité lui-même. Alors qu'il cherchait à en savoir plus sur la guerre, Tito tombe sur une immense statue et la nonne lui dit qu'il y a longtemps, le dieu de la mort, Valoran, a commis le péché de s'échapper du ciel vers la surface et a semé la terreur parmi les humains. Mais le chef du ciel a envoyé 7 forces du ciel pour punir Valoran, et elles étaient peut-être connues sous le nom des 7 fantômes qui ont scellé Valoran. La statue est celle de l'un des 7 fantômes nommé Cycle. Puis elle l'emmène à l'intérieur d'une immense salle appelée Domaine de Dieu, et plus tard, l'évêque Labrador lui donne une rose d'argent de protection. Bientôt, la nonne arrive en courant vers Fro et Castor, inquiète de ne pas trouver Taito et qu'il n'ait pas pris sa nourriture et ses médicaments. Fro part à sa recherche et le trouve en train de s'échapper secrètement de la ville. Il l'attrape par derrière et lui demande à quoi diable il pense en faisant cela. Soudain, le gardien annonce qu'il ferme les portes et Taito commence à courir vers elle, mais Fro le retient, le soulève à nouveau comme un enfant et Castor le rejoint aussi. Il dit à Taito que ce sera une plaie de le voir s'évanouir à nouveau, alors il devrait revenir avec eux s'il ne veut pas mourir de faim. Puis Castor ramasse la rose d'argent et la met dans les cheveux de Tito, disant qu'elle ne fonctionnera pas à moins qu'il ne la porte tout le temps. Bientôt, ils l'emmènent à la salle à manger où les nonnes recommencent à le chouchouter. Elles l'emmènent à une table spécialement dressée pour lui et lui demandent de bien manger et de reprendre des forces. Dès que Tito soulève le couvercle de la marmite, il manque de tomber de sa chaise en voyant des globes oculaires pour le dîner. Fro se lèche les babines et dévore joyeusement les globes oculaires tandis que Taito est sur le point de vomir sur Fro.
Les nonnes leur disent gardement qu'elles n'ont pas le droit de manger de la viande, alors avoir des globes oculaires pour le dîner est une bénédiction pour elles. Bientôt, Fro pique sa fourchette dans la nourriture de Taito en disant qu'il peut la manger s'il n'a pas envie de manger, mais Taito met rapidement un poisson-œil dans sa bouche et étrangement, c'est bon. Fro se moque de lui en disant qu'il est si petit parce qu'il a grandi en ne mangeant que des pilules, des légumes et de la viande et qu'il devrait manger plus de choses organiques pour grandir. Réalisant qu'il est vraiment petit, il commence à dévorer tous les poissons-yeux et tout le monde le regarde stupéfait. Quand les nonnes lui demandent son nom et son identité, Tito retombe dans le silence. Alors les nonnes comprennent vite la situation et lui demandent de ne pas s'inquiéter et de profiter de son temps à l'église. Bientôt tout le monde commence à manger et Tito continue de penser à son meilleur ami, Mikage. De retour dans l'Empire, Maître Miroku demande si la position de Tito a été localisée et les soldats se répondent qu'ils l'ont localisé et il y avait des indications qu'il s'était écrasé dans le 7e district. Puis Miroku demande à Ayanami pourquoi Taito s'est échappé et ses Mingans répondent que Taito avait juste un peu le mal du pays et une fois qu'il commencera à regretter son école, il reviendra. Mais les autres participants à la réunion accusent Ayanami d'avoir fait fuir Taito parce qu'il a utilisé la force sur lui sans la permission des anciens. Tito est un candidat important pour l'œil de Michal et il demande à Ayanami de prendre la responsabilité de ses actions. Quand Ayanami demande pourquoi Miroku l'a pris sous sa protection, il répond que la marque de l'emblème d'esclave sur son corps ne lui permettra pas de trouver un endroit où chercher protection et il reviendrait bientôt. Dans le 7e district, Tito s'occupe des tâches quotidiennes et dans les nonnes qui l'adorent tant, parfois, il a des flashbacks de l'époque où il était intimidé à l'académie parce qu'il est un esclave. Un jour, un tyran de l'académie est venu le voir et lui a demandé de lécher les fientes d'oiseaux de ses chaussures, mais avant que Tito ne puisse réagir, Mikage l'a frappé du poing et a demandé au tyran de lécher ses bottes lui-même, comme sa maman lui avait appris à se nettoyer. Après cet incident, ils ont tous deux été enfermés et c'est là que Mikage et Tito sont devenus les meilleurs amis, toujours inséparables. Maintenant, Tito ne peut pas simplement se détendre et passer un bon moment à l'église, alors que son ami doit passer un mauvais moment sous Ayanami. Après avoir aidé Tito à s'échapper, il décide de quitter l'église, mais soudain, un vieil homme l'approche et lui dit qu'il avait une femme qui était enterrée dans le cimetière de l'église. Mais quand il pense à elle, il réalise qu'elle doit être seule, c'est pourquoi il ne peut pas quitter l'église. Puis il dit à Tito qu'il n'a personne à retrouver chez lui et qu'il n'a plus d'endroit où se sentir chez lui. Puis il regarde Taito et dit qu'il semble être dans une situation similaire à la sienne, puis il demande ce qui trouble Taito. Un Taito angoissé lui dit qu'il ne se souvient que de bribes de son passé et qu'il n'a pas pu protéger son ami comme il l'avait promis. Le vieil homme lui dit d'aller à un endroit avant que l'horloge ne sonne minuit s'il souhaite se libérer de ses regrets. Alors Tito garde la fleur d'argent sur son lit et est prêt à partir, mais Fro lui bloque à nouveau le chemin. Quand Fro demande ce qu'un faible comme lui pourra bien faire s'il revient, Taito l'attaque. Avec son Zephon et Castor réalise que Taito peut aussi utiliser le Zephon, il sait que beaucoup dans l'Empire se battent avec un pouvoir connu sous le nom de Zephon et Taito en fait partie aussi. Le Zephon a la capacité unique de transformer les dons de vie divin en de nombreuses formes. Bientôt, Taito attaque à nouveau Fro et cette fois, ils sont tous les deux en l'air se battant comme chiens et chats. Tito continue de l'attaquer agressivement, mais Fro reste en mode défensif. Castor et Labrador regardent Tito jouer au petit jeu de Frau, mais ils observent que Tito est assez puissant pour laisser Fro jouer avec lui. Fro continue de l'ennuyer et Tito continue de déchaîner son Zephon sur lui, mais rien de tout cela ne parvient à toucher Frau. Il demande à Tito de ne pas agir comme un gamin et de devenir plus puissant s'il souhaite revenir. Cela met Tito en colère au-delà des limites et il active la puissance maximale de son Zephon et attaque Frau. Mais quand la poussière retombe, il réalise que Fro n'est même pas égratigné et qu'il se tient juste derrière lui. Il dit à Tito qu'il lui faut plus que du Zaifam pour le battre, puis il lui donne un coup de poing dans le ventre faisant s'effondrer Tito. Castor dit à Fro qu'il est allé trop loin avec le petit, mais Fro leur dit que maintenant il n'essaiera pas de partir avant un certain temps. La nuit, Tito se réveille d'un autre cauchemar où son ami est torturé par Ayanami. Il se souvient des paroles du vieil homme qui lui avait demandé de le rencontrer à un endroit avant minuit, et il court vite pour rencontrer l'homme et le suit pour sauver son ami Mikage. Le vieil homme à la cape emmène Taito dans un couloir vide et lui demande s'il a des difficultés à se souvenir de son passé et s'il souhaite aussi sauver son ami. Puis le vieil homme continue en lui montrant une photo de lui avec son père quand il était enfant et lui demande de bien réfléchir et de se souvenir de son passé. Bientôt, Taito a des flashbacks de l'époque où il était un jeune enfant et Ayanami est venu dans son royaume. Puis il a été séparé de son père, le forçant à vivre une vie de solitude et de tristesse jusqu'à ce qu'il rencontre Mikage. Mikage était celui qu'il a appelé un véritable ami, a promis qu'il ne l'abandonnerait jamais et l'a même aidé à s'échapper. Puis le vieil homme demande à Taito de renoncer à son âme s'il veut que son vœu soit exaucé. Bientôt, l'homme commence à hypnotiser Taito, le forçant à fermer les yeux et à lui offrir son âme. Mais dès que Taito est sur le point de tomber dans le piège du vieil homme, Fro et ses amis interviennent et lui crient de ne pas laisser l'obscurité de l'homme dévorer son cœur.
Il regarde le vieil homme et lui demande Mohan de laisser Taito tranquille, mais l'homme dit que Taito est venu à lui pour le salut. Fro se moque de lui et demande si son salut a les bénédictions de Dieu, et l'homme répond que vous donnerez Taito à son maître pour le rendre heureux. Mais Fro ne veut pas entendre les bêtises de l'homme, alors il sort sa faucille en disant qu'il va lui botter le cul comme jamais. Bientôt, un combat brutal commence entre Fro et le vieil homme maléfique et Taito essaie de l'aider avec Zafon. Mais Fro lui demande de reculer car Zafon ne fonctionnera pas sur lui. Bientôt, le vieil homme commence à s'enfuir pour s'échapper, mais Labrador lui jette une rose d'argent, lui bloquant le chemin, et les deux autres le piègent à nouveau. Castor dit que cela lui fait mal de lever la main contre un vieil homme, mais il devrait lui rendre l'âme de Taito. Bientôt, Taito crie de peur quand Fro l'attache avec sa faucille et le jette sur les genoux de Labrador et commence à s'occuper du vieil homme lui-même. L'homme libère ses monstres en forme de crâne, mais Fro le maîtrise rapidement, mais le vieil homme saute et se place sur la fontaine. Il déclare qu'il emportera l'âme de Taito, mais Fro annonce qu'il ne le laissera pas s'échapper. Il sort ses fils d'argent, lie les ailes du vieil homme avec eux et saute haut dans le ciel avec sa magnifique faucille et lui coupe ses ailes osseuses avec. Bientôt, les os s'écrasent avec un grand bruit et Tito reprend ses esprits. Quand il demande ce qui s'est passé, Castor explique qu'un vieil homme s'était fait voler son âme par Kor, un serviteur qui attire les humains dans l'obscurité, mais heureusement, ils réussissent à lui ramener son âme. Bientôt, le vieil homme se réveille et Castor lui demande de dormir à l'intérieur car il va attraper froid. Puis Labrador et Castor portent l'homme pour l'emmener à l'intérieur de l'église pour y passer la nuit. Fro reprend Tito et le traîne aussi à l'intérieur de l'église et Tito lui crie d'arrêter de le jeter sur son épaule à chaque fois. Alors Fro lui demande de se taire et d'arrêter de se débattre. Fro jette Tito sur le lit et lui dit de rester immobile afin qu'il puisse retirer la marque du noyau de sa poitrine. Il lève la main et retire une étrange malédiction du corps de Tito et lui demande de se reposer. Le lendemain matin, Tito se réveille et commence à se promener autour de l'église. En tant qu'étudiant d'une académie militaire, il ne connaît presque rien du monde extérieur. Il sort de l'église pour voir une atmosphère lumineuse et paisible avec les nonnes lavant les vêtements à la douche. Bientôt, les nonnes le remarquent perdu dans ses pensées, alors elles lui souhaitent un bon matin et lui disent qu'elle répare ses vieux vêtements. Bientôt, Rosalie montre à Taito sa culotte et lui dit qu'elle va la laver pour lui, mais Taito lui arrache rapidement son sous-vêtement en disant qu'il va le laver lui-même. Tandis que Randy est assommé par Fro qui se moque de lui en disant qu'elle ne l'avait presque pas remarqué tellement il est petit. Quand Tato demande ce que cet idiot d'évêque lui veut, il répond qu'il ne le laissera aller nulle part tant qu'il ne sera pas capable de gérer ses propres affaires. Tato le remercie de lui avoir sauvé la vie, mais l'évêque, pour détendre l'atmosphère, attrape la culotte de Tato et la jette en l'air. Tato pousse un cri de honte et atterrit dans l'eau en rattrapant sa culotte. Bientôt, une elfe aquatique commence à le caresser et il saute hors de l'eau, effrayé. Castor la présente comme Rosette, l'organiste de l'église. L'elfe aime beaucoup Taito et le serre à nouveau dans ses bras. Castor demande à Tegato de regarder le vieil homme d'hier soir, qui passait un bon moment avec sa famille et que les nonnes servent si bien. Quand Taito demande à Castor ce qu'est un noyau, il répond que lorsque le chef des cieux accorde la vie aux humains, ils ont droit à 3 vœux. On leur demande de formuler 3 rêves qu'ils aimeraient réaliser, et quand ces rêves sont accomplis, l'âme retourne au ciel. Mais le noyau essaie d'interférer avec les rêves des gens et les attire dans les ténèbres en leur arrachant leur âme. Par conséquent, le rôle de l'église est de protéger les gens du noyau, mais il demande à Taeyo de garder secret tout ce qui s'est passé avec lui. Avant de partir, il demande quel est le rêve de Taedo et le garçon se perd dans les pensées de Mikage. Il a toujours cru n'avoir aucun rêve et devoir simplement suivre la voie militaire. Mais maintenant, son rêve est de ne jamais abandonner Mikage parce qu'il l'a toujours protégé. D'autre part, Mikage repense au moment où lui et Tito s'amusaient ensemble. Un jour, alors qu'ils allaient kayaker pêcher, Shuru se moque de Mikage d'être ami avec un esclave et Tito, qui ne supportait pas qu'on insulte son ami, commence à le tabasser mais Mikage l'arrête. Il est toujours reconnaissant envers Tato, qui a toujours été à ses côtés. Soudain, Ayanami lui rend visite en prison et lui dit que sa petite sœur est venue le voir. Ce salaud commence à menacer Mikage et lui demande s'il choisira toujours Tato plutôt que sa sœur. Mikage répond que sa famille comprendra ses intentions et qu'ils savent qu'il ne trahira jamais un ami. Alors il tiendra le serment qu'il a fait à son meilleur ami, qui l'a toujours protégé. Les 3 évêques surveillent de près Taito et Fro est contrarié qu'un jeune garçon comme lui mène une vie ennuyeuse et qu'il devrait plutôt lire du porno. Labrador répond qu'il devrait lui laisser de l'espace car il a besoin de temps. Soudain, Rosette apparaît hors de l'eau et lui demande d'entrer dans la chapelle et Tito obéit. Après avoir marché une courte distance, Tito entend des chants de prière avec tous les évêques et les nonnes priant ensemble.
Après avoir vu cela, Tito commence à avoir des flashbacks de son père lui donnant un œil du micule, disant qu'un jour, il hériterait de l'héritage des Rags. Il lui a demandé de prendre la responsabilité des Rags et de ne jamais laisser l'armée impériale les envahir. Bientôt, il sort de la chapelle avec une rose d'argent, pensant que s'il est l'héritier du royaume des Rags, alors il sera l'ennemi de l'empire de Barsberg. L'armée impériale ne laissera jamais un membre de la famille royale comme lui survivre. Il se demande si les gens de l'église savent déjà qu'il est l'héritier du royaume des Rags et si c'est pour cela qu'ils le protègent. Du fond de l'église, les trois évêques observent attentivement ses mouvements. Fro dit aux deux autres qu'un Tito triste est une vraie plaie et Castor réalise que Fro tient beaucoup au petit garçon. Labrador regarde les fleurs et leur dit que ce sont toujours des astères et cela signifie que quelqu'un de très dangereux viendra bientôt pour Tito. Après un certain temps, alors que Tego marche vers l'église, un garçon avec une cape le serre dans ses bras et bientôt Taito réalise que c'est son meilleur ami, Mikage. Mais Taito n'en croit toujours pas ses yeux et demande s'il est vraiment son ami. Et Mikage le prend par les épaules et le rassure en lui disant qu'il est bien Mikage, son meilleur ami. D'autre part, quand les trois évêques regardent que la scène se déroulait devant eux, Fro demande à Labrador si Mikage est la personne dangereuse qui détruira le monde de Taito, mais Labrador reste silencieux. Plus tard, ils emmènent Mikage à l'intérieur et apprennent de lui qu'il s'est échappé de l'armée impériale pour chercher Tito. Mikage répond que lui et Tito sont plus que de simples amis, ils sont des compagnons pour la vie. Quand Fro demande comment il a atteint la 7ème division sans grande difficulté, il répond que ce n'était pas grand-chose. Sentant que Tego s'inquiète pour son ami, l'évêque Castor l'assure que Mikage peut rester ici aussi longtemps qu'il le souhaite, mais Tego se demande si ce serait une bonne idée de mettre la vie de tout le monde en danger à cause de lui. Voyant que Tego réfléchit trop à nouveau, Fro détend l'atmosphère en disant qu'après avoir retrouvé son ami, Tego pleurera à nouveau comme un bébé, puis il dit à Tego de ne pas s'inquiéter car il va bientôt soigner son ami pour qu'il retrouve la santé et ensuite ils pourront partir ensemble. Puis il donne à Mikage le magazine avec des nus et Mikage a l'impression d'avoir une autre vie, tandis que Tito lui crie dessus pour être un pervers. Après avoir laissé Mikage et Tito seuls pour se rattraper, les trois évêques sortent de la pièce. Fro demande aux deux autres s'ils sont sûrs que c'est vraiment Mikage car il est étrange que l'armée impériale l'ait libéré comme ça. De plus, ils sont toujours méfiants quant au fait que Mikage ait trouvé Tito si facilement. Castor répond que les prophéties de Labrador ne se trompent jamais et que quelque chose de grave va sûrement arriver. Bientôt, l'archevêque arrive et demande à Fro de ne pas traîner et de se préparer pour la cérémonie annuelle de baptême. Et s'il ose embarrasser l'église, alors il sera sûrement un homme mort. Le soir, Tito emmène Mikage dans un jardin où ils pourront parler paisiblement. Voyant Tito le guider, Mikage lui dit qu'il est heureux que son ami aille bien. Puis Tito demande comment Mikage savait qu'il était ici, et Mikage répond que son atterrissage forcé lui a facilité la tâche pour le trouver. En entendant cela, Tito demande s'il a eu du mal, Mikage répond que ce n'était pas si mal en fait. Ayanami l'a interrogé au début, mais ensuite il l'a laissé partir. Ce Mikage lui dit qu'il a bien fait de courir vers cet endroit où tout le monde est gentil avec lui. Puis Tito devient soudainement défensif et dit à Mikage qu'il devrait rester loin de Fro, celui qui lui a donné du porno à lire. De plus, il n'est pas sûr de comment un crétin comme lui est devenu évêque. Mikage répond qu'il lui semble être un grand frère et il pense que Tito et Fro vont plutôt bien ensemble. Pendant qu'il parle, un garçon pâle apparaît soudainement derrière les buissons et demande s'ils aiment les fleurs. Ils le regardent tous les deux avec méfiance et soudain, le garçon déploie ses ailes et Tito voit un tatouage sur sa poitrine. Il vient immédiatement devant Mikhail et lui demande de courir. Il tire sur le garçon avec son zéphirne, mais le garçon est aussi très bon avec le zéphirne et il attaque Tito. Mikhail lui dit qu'il ne le laissera pas seul, mais Tato ne peut pas mettre la vie de son ami en danger et le protège tout en attaquant le garçon en même temps. Bientôt, un combat acharné commence entre les deux, mais Tato a du mal à gérer le garçon. Il grimpe sur les murs du château et commence à chasser le garçon avec son zéphon. Il lui saute dessus et continue de lui tirer dessus avec un zéphon, mais le garçon disparaît bientôt derrière les tours de l'église. Mais bientôt, Tegato voit que les ailes du garçon se brisent en l'air et Fro tient le garçon inconscient dans ses bras. La nuit, Mikage a du mal à dormir, alors Tito demande si c'est parce qu'il lui a dit qu'il est l'héritier du royaume des Rags. Mikayo lui dit qu'il le croit et plaisante en disant qu'il a toujours eu une aura de royauté, même quand il était à l'académie. Mikayo lui demande s'il devrait raconter cette histoire aussi, et quand Tito lui demande de tout lui raconter, il lui dit que quand la guerre des Rags s'est terminée, il n'avait que 5 ans. Quand il a demandé à son père pourquoi il était heureux, il a répondu qu'ils avaient tué beaucoup d'ennemis et vaincu le royaume des Rags. Mais enfant, il se demandait comment quelqu'un pouvait être heureux après avoir tué tant de gens, et maintenant il sait que le père et les compatriotes de Taito ont été tués. Il dit ensuite à Tito qu'il est content qu'il ait eu l'amour d'un parent quand il était enfant et il est heureux de ne pas être né seul dans ce monde. Tito répond qu'il est vraiment heureux de le rencontrer et qu'il en apprendra plus sur le royaume des Rags et trouvera des réponses à ses questions.
Mikage s'approche de lui et lui demande de se souvenir de 2 choses. Premièrement, il ne doit pas s'en prendre à l'armée impériale, et deuxièmement, la vengeance n'est jamais la solution car la mort et la destruction lui causeront plus de mal. Alors il devrait marcher sur le chemin de la lumière et il le soutiendra toujours. Tito regarde son ami avec inquiétude, lui demandant pourquoi il parle comme s'il allait dire au revoir, mais Mikage le repousse en disant que rien ne peut les séparer. C'est le jour de l'action de grâce à l'église, alors les nonnes emmènent Mikage et Tito explorer les magasins de la ville. Labrador vend des fleurs médicinales, tandis que Castor et Fro vendent respectivement des poupées et des boulettes de viande. Plus tard, Mikage dit à Tito qu'il apprécie d'être ici, mais qu'il retournera à l'armée impériale et leur rapportera simplement qu'il n'était pas là et que tout ira bien. Bientôt, la cérémonie de baptême commence et tout le monde se rassemble devant l'archevêque, mais Taito arrête celui qui court vers la chapelle et lui demande de prendre soin de son ami Mikage une fois qu'il sera parti. Mais il l'informe que Mikage est quelqu'un qui cherche son propre chemin. D'autre part, Mikage voit une charrette à cheval s'écraser contre les murs de l'église, et quand il va vérifier, il voit une fille aux cheveux verts qui est aussi marquée du signe du noyau. Mikage prend rapidement la fille sur son dos et court vers la chapelle pour la faire baptiser, mais soudain, elle déploie ses ailes de noyau et le capture. Mikage se libère et s'enfuit d'elle, mais la fille continue de voler au-dessus de lui et la foule commence à s'agiter de peur. Mikage emmène la fille noyau dans une zone sombre et restreinte, et étrangement la fille ressemble à sa propre sœur, ce qui le met dans une situation difficile. La fille déchaîne ses démons et demande à Mikage de ne pas l'abandonner et soudain elle l'attaque mais Tito arrive à temps pour sauver son ami. Les poupées nonnes de Castor essaient de sauver les garçons mais elle les détruit avec ses ailes de noyau. Elle continue en disant aux garçons qu'elle a toujours été seule, sa mère et son père s'occupaient toujours de son frère qui était leur lièvre. En disant cela, elle prend Mikage dans ses bras, disant qu'elle ne permettra pas à son frère de le quitter. Elle attaque Taito avec ses ailes de rechange et déclare qu'elle ne le laissera pas avoir son frère. Il s'avère que Korra a été envoyée par Ayanami pour capturer Tito, mais dès qu'elle essaie de tuer Mikage, l'œil de Mikhail de Tito prend vie et une étrange énergie commence à pulser dans la zone. Bientôt, Fro vient à la rescousse et brise les ailes de Korra d'un seul coup, laissant Ayanami s'interroger sur son identité. Après un certain temps, Tito se réveille et voit Ayanami avec la fille sur ses genoux, et bientôt, Labrador dit aux 2 autres évêques que ce n'est pas Mikage qui détruira le monde de Taito, mais son arrivée a mis en marche des forces destructrices. Le lendemain matin, Mikage va au bazar et décide de quitter cet endroit le plus vite possible, et pour protéger sa famille, il devrait mourir. Mais bientôt, Teido vient le chercher et lui demande de le suivre au défilé, et Mikage décide de se faire un dernier souvenir avec son ami. Bientôt, c'est l'heure de la messe et la foule se rassemble pour regarder le défilé avec de belles démonstrations, mais Mikage demande à Taito de regarder un garçon triste debout sous un arbre. Dès qu'ils essaient tous les deux de l'approcher, le garçon s'enfuit. Soudain, ils entendent quelqu'un crier et quand ils regardent dans cette direction, ils voient un homme courir après le même garçon qu'ils ont vu auparavant. Mais Castor lui joue un tour et le gros tombe à la renverse dans la rue, et quand l'évêque le ramasse et demande ce qui ne va pas, il répond qu'un gamin lui a volé son pain. Castor répond calmement qu'aujourd'hui est le dernier jour pour les enfants de recevoir les bénédictions de Dieu, alors il devrait lui pardonner. D'autre part, Mikey et Tito trouvent le garçon caché derrière une tente et ils lui donnent du pain à manger et l'emmènent voir le spectacle des nonnes. Là, ils apprennent que le garçon s'appelle Tajio, sa mère est morte et son père est parti chercher du travail. Mikage lui ébouriffe les cheveux et lui demande d'arrêter de voler et de laisser l'église s'occuper de lui. Après que le garçon soit parti boire de l'eau, Mikage dit à Taito qu'il était exactement comme Tajio quand il l'a rencontré pour la première fois à l'académie. Après avoir bu de l'eau, Tajio voit les nonnes jouer une pièce sur scène. Dans la pièce, l'une des nonnes fait semblant d'attaquer sœur Rosalie. Mais Tajio, ignorant, pense que c'est réel et saute pour sauver Rosalie des autres nonnes. Le bruit fait accourir Mikage et Tato. Ils attrapent rapidement Tajio et disent qu'ils vont emmener ce fauteur de troubles inconnus. Après avoir emmené Tajio dans un coin, Mikage lui demande s'il n'a jamais vu de pièce de théâtre auparavant, et avant qu'il ne puisse répondre, un homme l'appelle par son nom. Tajio court vers l'homme et ils se serrent de tous les deux dans les bras. Mikage et Tito réalisent donc que l'homme est le père de Tajio. Mais dès que l'homme serre la main de Tajio pour le remercier, il sent une sensation de froid se propager dans son corps. Après que l'homme soit parti avec son fils, Tajio dit à Mikage que les mains de l'homme étaient vraiment froides, et puis il court après lui. Bientôt, il voit l'homme traîner Tajio vers une arène sombre et déclare qu'il va lui prendre son âme. En voyant Taito, Tajio crie à l'aide et Tito lui demande de s'enfuir. Tajio mord la main de l'homme et s'échappe, mais bientôt l'homme déploie ses puissantes ailes de noyau et attaque Tajio. Cependant, Tito le protège de la puissante attaque. Soudain, la main de Tito recommence à briller avec l'œil de Mikhail et le noyau ne peut plus l'attaquer. Avant que Taito ne puisse comprendre ce qui lui arrive, Fro brise les ailes de l'homme et bientôt le noyau retrouve sa véritable forme. Bientôt, ils disent à tous au revoir au père et au fils, et Mikage est heureux d'avoir créé des souvenirs incroyables avec son ami et se promet de ne jamais trahir Taito, même pour sa famille.
Fro dit aux deux autres évêques que cette fois il a senti quelqu'un le regarder pendant qu'il aidait Taito et cela lui a donné des frissons. Une fois le chaos apaisé, Taito et Mikage plaisantent sur les fils dans le jardin tandis que les trois évêques les observent de loin. Soudain, Mikage attrape les mains de Taego et Taego remarque que ses mains sont très froides. Surpris, Tega retire son bras. Cependant, quand il touche à nouveau la main de Mikage, il sent que quelque chose ne va pas. Mikage balaye cela d'un revers de main, disant qu'il est juste fatigué, et s'en va. Du balcon, les évêques observent cet échange et réalisent que que quelque chose ne va pas. Labrador dit aux autres que seule la moitié de l'âme de Mikage est présente dans son corps, tandis que l'autre moitié est ailleurs. Quand Castor demande s'ils peuvent le sauver, Labrador admet qu'il n'est pas sûr puisqu'ils ne savent pas où se trouve la moitié manquante. D'autre part, Mikage court vers le jardin avec un violent mal de tête. Il réalise qu'il ne peut plus se retenir et qu'Ayanami prend le contrôle de son corps. Soudain, Taito court vers lui en lui demandant s'il va bien, mais Mikage lui demande de s'enfuir de lui. Quand Taito refuse de le faire, il lui demande de le tuer pour qu'il ne finisse pas par blesser Taito. Un Taito anxieux demande ce qui ne va pas avec lui et il répond qu'Ayanami a fait cela à son corps. Il a pris la moitié de son âme et lui a demandé de choisir entre Taito et sa famille. Bientôt, Mikayo commence à devenir étrange avec quelque chose qui le submerge, mais avant qu'il ne tombe sous le contrôle d'Ayanami, il dit à Taito qu'il l'aime. Bientôt, il déchaîne son zéphon sur Tato, mais l'une des poupées de Castor s'interpose, et dès qu'elle est touchée, Castor réalise qu'il a perdu le contrôle de sa poupée dans la tour ouest. En entendant cela, il quitte immédiatement la messe pour sauver Tato. Tato s'enfuit de son meilleur ami, Mikage, mais se retrouve piégé avec lui dans une pièce isolée et verrouillée. Le Mikayo possédé attaque Tito avec son zéphin, mais Tito continue d'esquiver. Soudain, Mikayo se transforme en noyau, révélant des ailes sombres, et projette Tito, la tête la première au sol. Il dit à Taito qu'il n'y a pas de place pour la négociation et l'écrase sous son pied. Taito tombe de la tour, mais se relève rapidement, déterminé à sauver son ami. Il essaie d'attaquer les ailes de Mikage, mais rate son coup. Mikage saisit l'occasion de frapper en voyant Taito glisser sur le sol. Mikage attrape Taito par le cou, se moquant de lui. Il remet en question la prétention de Taito d'être le roi des Rags, disant que Rags n'a jamais eu de fils. Taito supplie pour le retour de Magage, mais le noyau insiste sur le fait que détruire ses ailes ne ramènera pas le Kage. Tiga refuse d'abandonner son ami, criant qu'il ne l'abandonnera jamais. Cependant, le noyau ricane, disant que Taito ne récupérera jamais l'âme de Mikage parce qu'il a trahi l'armée impériale. Quand Taito demande pourquoi Mikage ne le tue pas, le noyau révèle que le président Miraku veut Taedo vivant. Soudain, Mikage déclenche un piège au cou de Taedo, faisant tomber Taedo du pont. Taedo atterrit près d'un mur mystérieux, retenant des âmes piégées. Désespéré, il frappe dessus, suppliant le retour de Mikhail. Le mur se brise et une âme émerge s'attachant à Tato. Pendant ce temps, l'évêque Labrador informe tout le monde que Tato est sur le point de s'éveiller. Au moment où il dit cela, une larme de l'œil de Mikhail sur le dos de Tato et quelque chose de profond à l'intérieur de Tito commence à s'éveiller. D'autre part, Fro se transforme en faucheur fantôme souriant, cherchant Mikage et Tito, et il apprend d'un groupe de fées qu'ils sont tous deux allés au pont des épreuves. Taito saute en l'air et libère une puissante énergie sur Mikage, exigeant qu'il retire la laisse autour de son cou. Épuisé, Taito recule et supplie Mikage de le libérer du contrôle sous lequel il se trouve. Cependant, Mikage serre des cordes dorées autour du cou de Taito, l'étranglant. Juste au moment où Mikage est sur le point de tuer Taito, Fro intervient et demande si Mikage est celui qui a enlevé l'ami de Taito. Ayanami, contrôlant le corps de Mikage, reconnaît Fro comme Faucille, la figure qu'il a affrontée il y a longtemps. En entendant le nom Faucille, Taito se souvient qu'une nonne lui a dit un jour qu'un des 7 dieux, Faucille, coupe le malheur et apparaît quand on en a vraiment besoin. Taito supplie Fro d'utiliser sa faucille pour sauver Mikage, mais Fro refuse. S'il utilise la faucille, cela détruirait Ayanami, mais tuerait aussi l'âme de Nakage. Sachant qu'il ne peut pas gagner contre Faucille dans ce corps, Ayanami se retire, jurant de revenir pour la faucille de Frau. Mikage reprend conscience, et Tito se précipite pour le serrer dans ses bras, mais Mikage disparaît soudainement dans l'air. Après cela, Tito est emmené dans sa chambre où il passe ses journées à pleurer la mort de son meilleur ami. Il se souvient de la première fois où Mikage lui a apporté de la nourriture, alors qu'il ne buvait que du lait et prenait des pilules vitaminées. Il a forcé la dame de la cantine à faire de la bouillie pour Teitu, et après avoir mangé cela, Teitu avait les larmes aux yeux. Il se souvient du moment où Mikage lui a demandé de marcher sur le chemin de la lumière, mais maintenant, sa seule lumière, Mikage, n'est plus. Après quelques jours, les nonnes, Castor et Labrador, frappent à la porte de la chambre de Tito, lui demandant de manger quelque chose, sinon il mourra de faim. Soudain, Frau arrive en courant avec des plateaux remplis de nourriture et un animal de couleur rose, et il défonce la porte. Quand les nonnes demandent Zokianan ce qu'est cet animal rose, Castor répond que c'est la version de l'église de la zoothérapie. Tigata s'en prend à Frau pour ne pas avoir sauvé son ami, puis se blâme de ne pas avoir pu sauver Mikage. Il le rassure en disant que ce n'est pas sa faute, car une fois que les humains réalisent leur promo ou leurs 3 vœux, ils retournent auprès du chef des cieux.
Et le troisième rêve de Mikage devait être de protéger ses proches de sa vie. Ainsi, tous ces 3 vœux ont été exaucés et il peut retourner au ciel en paix. Frohov l'informe que Mikage est revenu pour se tenir à ses côtés une fois de plus, et il pointe l'animal rose, expliquant que l'âme de cette créature est de la même couleur que celle de Mikage. Castor ajoute que l'animal lui demande d'arrêter de pleurer et qu'ils resteront toujours ensemble, unis. Bientôt, Teigu retrouve le sourire, il boit son thé et mange son repas, tandis que Fro jure de faire payer de sa vie l'homme qui a osé jouer avec l'âme de Mikage. De plus, Ayanami a reconnu la faux qu'il utilise et il se demande si quelqu'un de son passé lointain s'est réveillé à leur insu sans qu'il le sache. Ensuite, Castor demande à Teida pourquoi il porte un collier, il répond qu'Ayanami le lui a mis. Fro propose de le lui retirer, mais soudain un œil en émerge et lui mord le doigt. Labrador explique que c'est un collier de serment qui reconnaît son maître par le sang versé. Alors maintenant, Taito et Fro devront rester ensemble pendant les 48 prochaines heures, sinon le collier explosera. Ils se regardent tous les deux avec un dégoût profond, se demandant comment ils ont pu se retrouver ainsi. Le lendemain, ils se rendent tous au cimetière pour rendre hommage à l'âme de Mikaiju, et Tito redevient triste, et après avoir réfléchi un instant, il décide de tuer Ayanami. D'un autre côté, Ayanami révèle au chef Muraku qu'il lui a joué un sale tour en gardant l'œil de Mikkel dans l'Empire, sans que personne ne connaisse sa véritable identité. Mais maintenant, il montre des signes d'éveil, et tuer Taito puis apporter l'œil séparément sera la meilleure option à envisager. Muraku le prévient qu'il regrettera d'avoir tué l'enfant, alors Ayanami répond qu'il tuera Taito pour le bien de l'Empire. Le lendemain matin, Taito remercie Castor de lui avoir tout fourni, puis il lui annonce qu'il part pour la forteresse de Hoburg sans plus attendre. Mais avant de partir, Castor lui demande s'il a vu un faucheur nommé Faux, alors Taito répond que Faux est Fro lui-même, puis Castor lui dit qu'il a une odeur similaire, et ensuite il endort Taito par magie et lui demande d'oublier les 7 fantômes pour son propre bien. Quand il s'apprête à effacer sa mémoire, Fro l'arrête en disant que s'il fait cela, le souvenir de Mikage sera également effacé, et Castor enlèvera la dernière chose qui compte vraiment pour Taito. Castor informe Fro que l'armée impériale recherchait l'œil disparu de Mikael et qu'ils ont rassemblé un certain nombre d'enfants comme réceptacle, et Tito en fait partie, malheureusement. Puis il lui rappelle que l'arrivée de Tito a causé beaucoup de problèmes à l'église, mais maintenant ils ne peuvent plus le laisser partir, et ensuite il demande à Fro de rester loin du garçon, car si les supérieurs apprennent qu'il n'a pas effacé la mémoire de Tito, alors il sera déchu de sa position et ne pourra plus contrôler Valor et Faux, ce qui serait une catastrophe. De plus, si Taito apprend qu'en tant que 7 fantômes, leur travail n'est pas d'éliminer les cœurs, et qu'ils découvrent leur véritable identité, alors il cessera de leur faire confiance. Fro demande à Castor de faire ce qu'il désire, puis il commence à s'éloigner, mais soudain, il sent quelque chose, et il déchaîne sa faux seulement pour réaliser que l'œil dans la main de Taito s'est réveillé une fois de plus. Il attaque Castor, tandis que Fro tente de le sauver avec son arme. L'œil prend la forme de Taito et déclare que dans des circonstances normales, il les aurait tous deux tués sans hésitation, mais son maître Taito ne le souhaite pas, pour l'instant. L'œil affirme que son maître est l'un des plus beaux réceptacles qu'il ait jamais vu. Bientôt, l'œil s'active de lui-même, faisant trembler le sol sous les pieds de l'évêque, mais bientôt des rochers et l'œil dit que maintenant il sait que les évêques sont les 7 fantômes qui se sont déguisés en humains ordinaires. Incroyable. Il court vers Castor et lui demande de retirer le collier afin qu'il puisse accéder à toute sa puissance sans restriction. Castor répond que pour cela, il devrait le livrer au bureau des esclaves, et Tito ne voudrait absolument pas que cela arrive. Puis il chuchote à l'oreille de Fro que le collier répond aux ordres de son maître. Et bientôt, Fro hypnotise Taito et le rendort, une fois de plus. Castor révèle à Taito que l'armée impériale recherche l'œil de Mikul, car il convoite son immense pouvoir, et si le destin a envoyé Taito à la 7ème division, alors il pourrait en fait se transformer en un ange gardien protecteur, mais si l'ancienne prophétie est véridique, alors il deviendra une force obscure qui détruira le monde entier sans pitié. Bientôt, Taiva se réveille à nouveau, et comme prévu, il ne se souvient pas d'avoir attaqué les 2 évêques lorsque l'œil l'a possédé. Puis il commence à sortir de l'église pour quitter la 7ème division, et en chemin, il remercie tout le monde de l'avoir gardé en sécurité, sain et sauf. Avec les souvenirs heureux de Mikage qui défilent dans son esprit, il commence à monter les escaliers quand Frau et Castor l'arrêtent et lui disent qu'il n'est pas en état de quitter le 7ème district, et s'il le fait, alors l'armée impériale le capturera et l'emmènera de force à la 1ère division. Sans aucun doute. En entendant cela, Tito répond qu'il doit venger la mort de son ami, alors Frau lui demande s'il est prêt à jeter sa vie par la fenêtre, même après que Mikev l'ait sauvé en mourant lui-même. Puis il traîne Tito à l'intérieur de l'église où les derniers mots de Mikage sont écrits, et Tito découvre que son ami souhaite qu'il vive une longue et belle vie. Il lui dit que Tato essaie juste d'échapper au désordre émotionnel qu'il est devenu et qu'il doit traverser la douleur pour ne pas abandonner, et Tito pleure comme un enfant après avoir lu les messages sincères du collège pour lui. Bientôt, Tito commence à vivre dans l'église, aidant les nonnes à nettoyer les couloirs, grimpant autour avec Fro pour faire les courses et accomplissant les tâches quotidiennes avec diligence. Tito demande aux évêques à quoi bon rester en vie s'il ne peut pas rendre la pareille à Mikage et qu'il ne fait que perdre son temps ici. Castor lui annonce joyeusement qu'il a trouvé un moyen pour lui de se venger, et pour cela il devra passer l'examen d'évêque. Et s'il réussit à le passer, il aura un laissez-passer pour voyager et vivre n'importe où en toute liberté.
il sera autorisé à traverser les stricts points de contrôle militaire de l'Empire de Barsberg. Il lui dit que l'examen est dans un mois et qu'il devra se préparer à l'avance pour pouvoir se venger. Et bientôt, Tito accepte de passer cet examen avec détermination. Ils emmènent Tito à la bibliothèque et le bombardent de gros livres épais et imposants. Fro l'informe que la première étape est l'examen écrit avec 100 questions, couvrant 77 volumes et plusieurs centaines de chapitres bibliques, un vrai défi. Castor lui demande de mémoriser tout cela en 30 jours, et Fro lui demande comment diable Tato va faire cela alors qu'il lui a fallu 3 ans pour l'apprendre. Alors Castor répond qu'il est un idiot, c'est pourquoi il lui a fallu 3 ans pour que cela lui rentre dans la tête, c'est évident. Mais dès que Tato ouvre les volumes de la Bible, il réalise qu'il les a déjà lus auparavant et demande à Castor de le tester. Quand Castor commence à leur poser des questions, la mâchoire de Fro tombe par terre quand Tato raconte tout comme s'il l'avait parfaitement maîtrisé, c'est incroyable. Il leur dit que les mots lui viennent à l'esprit comme une douce berceuse, mais il doit encore mémoriser beaucoup de choses pour réussir l'examen. Après un certain temps, Castor apporte une arme et dit à Tato que le deuxième niveau est un test pratique de Zéphyrne, dans lequel il devra montrer toutes ses compétences en Zéphyrne avec brio. Il lui dit que dans ce monde, il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas protéger simplement en se souciant et en priant, alors les évêques doivent s'armer pour aider les agneaux perdus qui se sont égarés après avoir perdu leurs rêves. Fro prend l'arme de Castor et dit à Tito que le deuxième examen consiste à abattre des cœurs et que tout le monde ne peut pas utiliser l'arme nommée Bakulas, c'est une certitude. Tito est censé canaliser son Zéphon à travers cette arme pour capturer et détruire les cœurs. Tito prend l'arme et leur dit qu'à l'académie, il a appris à canaliser l'énergie à travers les armes, et bientôt il active son Zéphon pour essayer avec Bakulus, mais il n'arrive pas à le contrôler, c'est un échec. Un Tigo frustré demande si un enfant comme lui peut devenir prêtre, alors Fro répond que normalement une personne commence par devenir prêtre, mais ceux qui peuvent utiliser le Zéphyrne à un jeune âge reçoivent une chance spéciale de devenir directement évêque. Se spécialisant dans la lutte contre les forces des ténèbres, c'est une opportunité unique. Castor ajoute que contrairement aux autres évêques, il sera autorisé à voyager à travers le monde pour combattre les sbires des ténèbres. Tito les remercie et demande qui a fabriqué cette arme spéciale, et ils lui disent que c'est quelqu'un connu comme un maître artisan qui visite l'église chaque année sans faute. Il met un insigne sur Tato disant qu'il sera constamment sous surveillance, donc il devra se comporter correctement pendant son entraînement. Plus tard, Castor demande comment va Tato, et il répond que cela fait 3 heures que Tato s'entraîne, mais qu'il n'a pas fait beaucoup de progrès, c'est un peu décevant. Castor s'approche de Tato et lui montre une poupée dans laquelle il a piégé les ailes du cœur et demande à Tato de s'entraîner à l'attraper. Bientôt, la poupée cœur commence à courir autour de Tato et Fro s'inquiète de savoir si une mauviette comme Tato peut gérer cette poupée, c'est un vrai défi pour lui. Alors Castor lui dit qu'il a mis un sceau pour limiter son pouvoir, puis demande à Fro de laisser Tego seul. Soudain, la poupée remarque les nonnes et commence à faire des choses étranges devant elle, et Tito les attaque, et Tito court vers elle, canalisant le Zafon dans l'arme et attaque la poupée avec une grande détermination. Les nonnes s'enfuient et Tito attend que la poupée réagisse, et bientôt, les ailes du cœur émergent de son corps, et Tito reste figé de peur, complètement paralysé. La poupée commence à courir après Tito et ne cesse de crier à l'aide, et soudain, la poupée est piégée dans des fleurs, et il remarque bientôt que Labrador est venu à son secours juste à temps. Plus tard, Labrador emmène Taito faire une pause et lui offre du thé de farine qui a un goût doux pour ceux qui sont blessés, apaisant. Bientôt, Taito commence à pleurer et dit à Labrador qu'il souhaite se venger pour Mikage, mais son ami lui a dit de ne pas le faire. C'est un dilemme. Labrador lui dit que Mikage l'a déjà pardonné et que puisqu'il aimait Taego, il ne l'a pas livré à l'armée impériale. En entendant cela, Taego réalise que Mikage est le véritable trésor qu'il a reçu et se demande comment vivre une vie qui le rendra heureux, et bientôt l'œil dans sa main commence à briller intensément. La nuit, en retournant à sa chambre, Tito a l'impression d'avoir vu Mikakage, mais quand il pose sa main sur l'épaule du garçon aux cheveux dorés, il réalise que ce n'est pas Mikak mais un autre enfant qui passe l'examen d'évêque à sa grande surprise. Le blondinet se moque de Tito, disant qu'il ne savait pas qu'il permettait leur même aux enfants de passer un examen aussi difficile, et Tito le traite de fouine, puis il lui demande s'il connaît quelqu'un nommé Shuri de la famille Hawk, puisqu'il ressemble au Shuri de l'académie, c'est étrange. Bientôt, ils commencent tous les deux à se chamailler, prêts à se taper dessus. Le garçon dit qu'il est de la famille Hawk et qu'il est venu chercher quelqu'un, puis il s'en va. En suivant le blondinet, Tato tombe sur un groupe d'évêques rassemblés pour voir l'archevêque Bastien capturer un corps, et il voit le charmant archevêque traiter une fille corse avec du zafang sans lui causer la moindre douleur. C'est impressionnant. Bientôt, il voit les 3 évêques et demande à Castor comment Bastien a réussi à faire cela. Alors il répond que l'archevêque Bastien est un expert en zéphane de guérison, car le zéphane n'est pas utilisé pour attaquer mais pour lier et retirer un cœur sans causer de douleur à la victime, et avec du talent et beaucoup de travail acharné, Tito pourra le maîtriser aussi, sans aucun doute. Alors à partir d'aujourd'hui, ils lui donneront des leçons spéciales pour l'entraîner aussi vite que possible. Bientôt, Tito retrouve le blondinet et il lui demande s'il essaie de devenir son ami, et Tito lui crie dessus en disant qu'il ne devrait pas se faire de fausses idées, c'est clair. La nuit, les nonnes donnent à Tito sa chambre et, étonnamment, son colocataire est le même blondinet qu'il a rencontré auparavant. Les nonnes le présentent comme Hacker et Hawk venus du premier district. Ils demandent tous deux immédiatement un changement de chambre, mais les nonnes refusent, disant qu'ils devraient mieux devenir de bons amis, c'est mieux. Akurine étudie tandis que Tito grommelle encore d'être son colocataire. Bientôt, Akurine demande à Tito de le rejoindre, mais il se sent en insécurité car il ne sait toujours pas comment utiliser le Baculus. Plus il canalise son énergie, plus celle-ci le rejette, c'est un vrai problème.
Soudain, il remarque que son baculus est taché de sang et il réalise que c'est le sang des précédents candidats qui ont travaillé si dur pour devenir évêques. Ils marchent tous deux vers une arène et le garde leur demande de signer le registre aux portes avant de s'entraîner comme le veut la règle. Bientôt, ils entrent, mais soudain le garde s'effondre, alors Hakurin et Tito le portent à l'infirmerie. Bientôt, la nouvelle se répand concernant la santé du garde, Aldo, et Labrador dit à Castor que quelque chose comme cela arrive pour la première fois, et les fleurs semblent également terrifiées, c'est très inquiétant. Pendant ce temps, Hakuren et Tato courent donc vers la classe car ils sont en retard après avoir déposé le garde Aldo à l'infirmerie. En chemin, Hakuren dit à Tato qu'il est un bon garçon parce qu'il a aidé le garde auparavant, et un Tato timide lui demande d'arrêter de le traiter comme un enfant, c'est agaçant. Bientôt, ils rejoignent les autres candidats qui se montrent leur baculus les uns aux autres et Tito réalise que seul son baculus est différent des autres. La nonne les emmène à l'intérieur d'une barrière d'eau où les cœurs volent au-dessus d'eux et elle leur demande d'être prudents car le cœur ne peut pas fuir l'eau, mais ils sont toujours très réels et peuvent manipuler avec leurs esprits, c'est un danger. Soudain, Akaran demande à Taito de reculer et commence à attaquer les cœurs de manière offensive et tout le monde regarde avec admiration sa force et sa précision. Il dit à Taito qu'il n'est pas comme lui et qu'il ressente des émotions complètement différentes et bientôt Tato réalise que le Zafon prend la forme de mots et représente des émotions, mais son baculus ne répond pas à ces mots car ce n'est pas un outil pour tuer, c'est une évidence. Bientôt, Tato déverse une énergie qui ne le laissera jamais perdre personne de proche. Mais cela ne fonctionne toujours pas et il entend les autres se moquer de lui, mais Hakuren lui demande de continuer à essayer. Bientôt, l'archevêque Bastien vient à lui et lui demande de se concentrer sur son désir de servir Dieu et de réessayer avec foi. Tito ne sait pas à quoi ressemble Dieu, mais si c'est quelqu'un qui peut lui donner de la force, alors il l'imaginera Mikage, et juste au moment où il fait cela, une énergie puissante émerge du baculus, et tout le monde reste figé sur place, complètement stupéfait. Bientôt, Bastien remarque que Teiko tenait le baculus de Frau et Corinne commence à exiger de savoir comment il est lié à Frau. Quand Taito demande pourquoi il s'interroge sur cet évêque pervers, Hakuren lui donne une gifle retentissante et lui dit que Frau était le meilleur score de la deuxième étape de l'examen et que ce stupide Tito utilise son bâton sans même le savoir, c'est incroyable. À cause de leur dispute, Tego et Hakuren sont expulsés de l'arène d'entraînement et bientôt ils entendent quelques nonnes crier. Quand ils courent dans cette direction, ils voient le garde Aldo assassiné de sang-froid sans pitié. La foule murmure que les 7 dieux ont dû tuer Aldo parce qu'il était un meurtrier, et bientôt Tito regarde autour de lui pour voir une ombre sombre, très menaçante. Il le reconnaît comme Frau, mais il a l'air si froid et insensible, observant tout. La nuit, Tito se faufile et regarde la peinture sur verre de la Vierge Marie avec un enfant, et soudain, il commence à avoir des flashbacks du moment où son père l'a emmené dans un endroit inconnu, lui disant qu'il allait rencontrer des gens importants et qu'il devait prendre soin d'eux, et bientôt, le flashback se termine brusquement. Il retourne dans sa chambre et Hakurin lui demande s'il se faufilait dans l'une des chambres des nonnes et un Tito paniqué nie les accusations et lui demande de se taire. Puis Hakuren plaisante en lui demandant s'il souhaite apprendre de lui comment aborder les femmes, mais Tito lui dit que quelque chose d'autre le tracasse profondément en ce moment. En entendant cela, Hakuren lui dit qu'ils ne se connaissent pas assez bien pour partager leurs secrets les plus profonds. Le lendemain matin, alors qu'il se rendait en classe, Tito est de nouveau assailli par des nonnes qui continuent de l'aduler. Il leur dit qu'il va à la bibliothèque pour trouver quelque chose, et elles l'apprécient d'être si motivée à étudier et lui disent qu'elle l'encourage de tout cœur. Tato entre dans la bibliothèque pour en savoir plus sur son passé et l'œil de Michael. Son père a risqué sa vie pour lui donner l'œil de Michael, mais aucun des livres ne contient d'informations. Mais soudain, un livre tourne ses pages comme par magie et s'ouvre à la page qui lit « Vorlorin, le dieu légendaire de la mort qui s'est échappé à la surface après avoir tué la fille du chef du ciel, c'est une révélation. » Bientôt, les mots commencent à tournoyer autour de lui comme le Zéphon en Tito. Il tombe de sa chaise et tout le monde le regarde comme s'il avait une vis de moins ou était fou. Soudain, Frau et Hakuren viennent à lui demandant s'il va bien, et il demande à Frau ce qui est arrivé à Aldo la nuit dernière avec insistance. Réalisant qu'il se tient à côté de l'évêque Frau, Hakuren lui tend à nouveau un magazine rempli de nus. Frau est fasciné, mais bientôt Bastien lui donne une tape sur la tête et déclare qu'il se débarrassera de ses livres vulgaires et lui dit que Castor le cherche sans tarder. Quand Tato l'interroge à nouveau sur Aldo, il répond qu'il ne sait pas ce qui s'est passé et que les gardes impériaux enquêtent sur la scène en ce moment même. Bastien dit que la biopsie a révélé qu'il est mort d'un choc suite à un coup porté par derrière, et les empreintes de pas sanglantes indiquent que le tueur a dû convaincre Aldo d'ouvrir la porte de l'entrée principale, c'est une certitude. Mais il est possible que ce soit un travail d'initié, mais personne n'a quitté l'église cette nuit-là. Il assure à Tito que quiconque a tué Aldo sera puni, même si Aldo était un meurtrier, mais tout est entre les mains des 7 fantômes envoyés par le ciel qui ne pardonnent jamais le mal, jamais. Il l'assure qu'ils ont doublé la sécurité à l'église et que personne ne peut entrer dans les lieux, et Dieu protégera sûrement ceux qui font le bien, c'est une promesse. Plus tard, Castor dit à Frau que le pape a convoqué une réunion avec lui, et si Tito ne peut pas contrôler son Zéphon et utiliser le baculus, alors il ne sera pas autorisé à quitter l'église, c'est une règle stricte. Soudain, la porte s'ouvre et il voit Tito debout devant elle. Il s'excuse immédiatement d'avoir cassé son bâton et s'enfuit, les laissant se demander s'il les a entendus ou non. Pendant ce temps, Tito devient fou en apprenant que les 3 évêques connaissaient déjà l'œil de Michael et c'est pourquoi ils ne l'ont pas autorisé à partir, c'est une trahison.
Il se souvient qu'il était orphelin et qu'il a été élevé par le père de l'église, qui lui a appris à être gentil, à partager avec les autres et à aider les nécessiteux. Mais bientôt la guerre a éclaté et le roi des Haillons a été tué, et le père qui l'a élevé lui a dit de survivre et de ne pas tomber entre les mains de l'empire impérial à tout prix. Quand Taito le supplie de ne pas partir, il l'assure que le moment venu, il se souviendra de tout. Il a dit à Taedo qu'il l'aimait et l'a béni de son pouvoir, et bientôt, il a été tué. Bientôt, tout devient clair pour Taedo et il pleure impuissant après avoir appris que Mikage et son père sont tous deux morts à cause de lui. C'est une tragédie. Quand Akarine le voit pleurer, il va le dire à l'évêque Frao. Quand Frao vient voir Taito, il demande à l'évêque s'il connaissait déjà l'œil, car l'évêque Labrador n'a pas été surpris quand il a vu l'œil pour la première fois. C'est étrange. Taito lui dit qu'il est vraiment reconnaissant pour toute son aide, mais il sent qu'il essaie de l'utiliser de la même manière que l'armée impériale l'a fait, et bientôt, il lui crie dessus, lui demandant s'il est aussi après l'œil de Michael, et lui saute dessus avec colère, furieux. Il lui demande s'il a vraiment le temps de juger les autres alors qu'il ne peut même pas se protéger lui-même. Et bientôt, il le plaque au sol. Tato le supplie de le tuer, mais il refuse, disant que c'est son travail de le protéger, mais qu'il ne peut pas toujours être à ses côtés en permanence. Alors il souhaite le rendre assez fort pour qu'il puisse se tenir seul. Tato réalise que Fro parle exactement comme son père décédé, et Fro lui dit que c'est l'œil de l'espoir que le père lui a confié, alors il doit le protéger coûte que coûte. Soudain, Taito réalise que Frao a mentionné son père et le force alors à dire comment il connaît son père, alors Fro lui dit qu'il le découvrira bientôt. L'évêque Castor dit à Fro et Labrador qu'il a ressenti une étrange présence parmi les candidats de cette année et il craint que quelque chose de dangereux ne rôde dans l'église en ce moment même. Labrador répond qu'il ne peut distinguer le lait du beau avant qu'il n'ait tous deux éclos. Il est donc possible qu'un des candidats évêques de cette année se révèle être le maléfique. Frode leur dit de ne pas s'en faire car il s'occupera de cette personne maléfique le moment venu. Alors pour l'instant, il devrait-il laisser les candidats se préparer tranquillement à l'examen. La nuit, Tito attend l'entraînement spécial de Castor et celui-ci ne tarde pas à arriver. Il lui explique que ce soir, ils vont se concentrer sur la force mentale car ils ne cessent de briser le baculus. Il est primordial de maintenir leur niveau d'énergie. Tito se demande si cela ne viendrait pas du fait qu'il a été entraîné à éliminer un maximum d'ennemis en un minimum de temps lorsqu'il était à l'académie. Alors Castor lui demande de courir autour de l'église et ses poupées de corps le suivront de près afin qu'il ne puisse pas se relâcher. De plus, il devra courir sur la piste de Zafun qu'il a lui-même conçue, mais il n'aura pas à créer un bouclier à partir de son propre Zafun. Ainsi, il ne finira pas par être projeté à travers le ciel. Bientôt, Taito commence à courir, les poupées agressives le talonnant comme des poulets, et elles l'attaquent désormais de toutes parts. Mais ni Castor ni Tito ne savent que quelqu'un du gang d'Ayanami les observe attentivement. Après l'entraînement, un Tito à bout de force s'effondre sur son lit et commence aussitôt à enfiler ses vêtements de combat. C'est alors qu'Hakuren aperçoit la marque d'esclave de bataille sur son dos et se demande si c'est la raison pour laquelle Tito est si incroyablement fort. Hakuren lui dit qu'il a eu beaucoup de mal à s'occuper de leur ami, aux cheveux roses, pendant son absence. Tito lui répond qu'il est la réincarnation de son ami Mikage, et c'est en grande partie grâce à lui qu'il se présente à cet examen. Quand Tito demande à Hakuren pourquoi il passe l'examen, celui-ci répond qu'un jour, sa mère fut possédée par une entité maléfique, mais son père refusa catégoriquement toute aide de l'évêque, craignant que la famille Hawk ne soit déshonorée. Il enferma sa mère dans une pièce et un jour, Fro apparut comme par enchantement devant eux et guérit sa mère. Mais avant qu'il n'ait pu le remercier, il s'était déjà évanoui dans la nature et maintenant, il souhaite passer cet examen, bien qu'il soit issu d'une famille militaire car il ne désire pas suivre les traces de son père et il veut également exprimer sa gratitude à l'évêque Frao pour avoir été son sauveur. En entendant cela, Tito lui dit qu'il est une personne très courageuse d'avoir choisi un chemin qui lui est propre et bientôt, il se souhaite une bonne nuit avant de retourner dormir. La nuit suivante, Tito parvient enfin à vaincre les poupées noyaux et Castor lui donne un baculus professionnel, lui demandant de le tester immédiatement sur ces mêmes poupées noyaux. Bientôt, Tito déchaîne son Zéphyrne, le canalise à l'intérieur du baculus et attaque les poupées en éliminant un grand nombre. Il réalise que c'est la toute première fois qu'il parvient à accomplir un tel exploit. Castor sait que Taito aura un peu de mal à maîtriser ce nouveau baculus, mais cela l'aidera à contrôler sa force excessive. Bientôt, Castor réalise qu'Hakuren les observe discrètement derrière le mur et il l'invite à se joindre à eux s'il en a l'envie. Après l'entraînement, alors qu'ils se dirigent vers leur chambre, un portail s'ouvre soudainement derrière eux et une énergie sombre et menaçante en émerge. Les yeux de Tito perçoivent de cette énergie menaçante, mais avant qu'il ne puisse réagir, Hakuren intercepte l'attaque avec son arme et la puissance le projette violemment par la fenêtre. Tito lui tend rapidement la main, s'équilibrant tant bien que mal avec son baculus, mais l'énergie sombre le brise en 1000 morceaux. Heureusement, Fro arrive juste à temps et les sauve tous deux d'une chute mortelle depuis le sommet de la tour de l'église. Il déchaîne sa faux et attaque l'ombre, la brisant en plusieurs morceaux, chacun l'encerclant de toutes parts. Pendant ce temps, les deux sbires d'Ayanami découvrent avec stupeur que Fro est en réalité la véritable faux. Quand Taito demande ce qui se passe bon sang, Fro répond que l'ombre est Wars, un être humain dont les 3 vœux ont été exaucés par une entité maléfique. Et bientôt, l'ombre s'évanouit et ils découvrent tous un Aldo sans vie à sa place.
Bientôt, Fro remarque l'un des sbires d'Ayanami. Il tente de l'attaquer, mais celui-ci parvient à s'échapper. Lors de la réunion avec l'archevêque concernant l'affaire Wars, le chaos éclate, chacun se demandant comment Wars a pu se manifester ainsi. L'ombre noire maléfique a pu pénétrer l'enceinte de l'église alors qu'aucune magie noire n'a été détectée. Pendant ce temps, Castor pense en lui-même que cela pourrait être dû à l'huile de Michal, que tout le monde convoite et dont seuls les 3 évêques et l'archevêque ont connaissance. Le lendemain matin, Tito et Hakuren se réveillent ensemble, s'étant retirés après les événements mouvementés de la nuit dernière. Tito demande à Hakuren sur la défensive de se tenir à distance car l'ombre le traque. Il a failli y laisser la vie la nuit dernière en le protégeant, et si Fro ne les avait pas secourus, il serait déjà 6 pieds sous terre à l'heure qu'il est. Hakuren lui dit que c'est lui qui a mis sa propre vie en jeu pour le sauver et que puisqu'il est évêque, il ne reculera jamais devant le devoir de sauver quiconque des ténèbres. Bientôt, Fro émerge du cercueil. Tito lui demande si l'incident de Wars la nuit dernière lui a semblé familier. Fro répond que l'entité maléfique a dû s'emparer de l'âme et du corps humain et que tout cela se produit parce que les forces obscures tentent de jeter les bases de la résurrection de Valoran en submergeant le monde de ténèbres. Plus tard, Tito réalise qu'il était un lâche impuissant auparavant mais que lentement, il est en train de devenir plus fort. Il dit alors à Hakuren qu'une fois qu'il sera suffisamment fort pour le protéger, il deviendra son ami, son véritable ami. Bientôt, il rencontre les nonnes qui félicitent Taito pour son travail acharné et il leur dit qu'il ne comprend toujours pas beaucoup de choses mais qu'il ne progressera pas en suspectant les autres, il va donc redoubler d'efforts. Après avoir atteint la bibliothèque, Taito et Hakuren sont affairés à chercher des livres quand un évêque à l'air louche, l'un des sbires d'Ayanami, s'approche de lui. Mais Castor l'intercepte à mi-chemin, lui demandant sèchement ce qu'il désire. L'évêque jette un insigne métallique à Taito et lui dit que le propriétaire de l'insigne, Fiacruz, lui a demandé de transmettre ce message à Taito. Et aussitôt, il commence à s'avancer vers lui d'une manière des plus menaçantes. Castor l'immobilise instantanément avec ses fils d'argent et le projette à travers la bibliothèque, mais l'évêque possédé continue de vociférer que l'église n'est pas du côté de Taito, et Castor l'achève sans tarder. Une fois le chaos apaisé, quand Hakuren demande qui est Fiacruz, Tito répond que le nom lui semble familier, mais il ne parvient pas à se souvenir de l'identité de cette personne. Bientôt, Frau accourt vers lui, demandant avec une vive inquiétude si Castor se porte bien. Mais soudain, Tito regarde Fro avec des yeux accusateurs et lui dit que la personne précédente lui a affirmé que l'église n'est pas de son côté. Et Fro, avec une pointe de déception, lui demande s'il est de nouveau en train de suspecter tout le monde. Puis il dit à Tito que seul lui et personne d'autre peut décider si les évêques sont ses amis ou non avant de s'éloigner. Bientôt, les 2 autres évêques le rejoignent, confirmant qu'il a raison car Tito est le seul à pouvoir prendre cette décision. Et Labrador ajoute qu'à cet instant précis, Tito tremble de douleur. Plus tard, Hakuren demande à Tito d'arrêter de se tourmenter pour savoir si l'église est de son côté ou non, car quoi qu'il advienne, lui sera toujours à ses côtés. Ensuite, les évêques se rendent auprès de l'archevêque pour lui relater en détail tout ce qui s'est produit dans la bibliothèque. Castor lui dit que l'évêque qui a approché Tito ne possédait qu'une demi-âme. L'archevêque répond qu'ils ont agi avec sagesse en protégeant le sceau de Verlorin chaque fois que les sbires des ténèbres ont tenté de le libérer. Dans ce monde, seuls 7 dieux peuvent manipuler les âmes. Mais Labrador répond que les rouages du destin ont commencé à s'emballer. Après un millénaire, le corps de Valoran continue de dormir sous le sceau de l'œil de Michal, mais même si les serviteurs des ténèbres ciblent Tito et l'œil de Michal, le sceau sur son corps demeure, ce qui signifie que le ciel a guidé leur dernier espoir pour altérer le destin de Tito. Castor ajoute que Tito craint de faire confiance à quiconque ayant tout perdu, mais il détient en lui la clé pour changer son destin. D'autre part, Fro joue avec les enfants quand il ressent une étrange sensation émanant de l'intérieur des chambres de l'église. Il se précipite dans cette direction et aperçoit des traces de ténèbres partout. Il sprinte enragé car cette étrange et sinistre sensation ne le quitte pas et il ne parvient pas non plus à localiser la source de ces ténèbres. Soudain, il ouvre avec fracas les portes de la chambre obscure et y découvre le sbire d'Ayanami. Il court vers le sbire aux cheveux roses, mais celui-ci projette un corps imprégné d'un noyau vers Fro. Le sbire lance alors un zéphynthe sombre en direction de Frau, et bientôt, les corps sans vie accrochés au mur commencent à revenir à la vie, prêts à attaquer Fro. Bientôt, Fro déchaîne sa faux et attaque les zombies, les coupant brutalement en 2, puis il demande au sbire aux cheveux roses s'il est bien le Warsviel, celui qui traque Taito, et lui saute dessus, mais celui-ci disparaît à nouveau dans les ténèbres. Fro court aider l'homme blessé et retire la lame de la blessure. Mais bientôt, les gardes entrent dans la chambre et l'accusent d'avoir blessé l'homme, car il tient l'arme du Warsveil. Il l'insulte, lui ordonnant de mettre ses mains derrière la tête, et il est aussitôt appréhendé. L'archevêque Bastian demande aux gardes de relâcher Fro, car il ne ferait jamais de mal à quiconque, mais il ne n'écoute pas et emmène Fro de force. Pendant ce temps, Labrador apprend des fleurs que Fro a été arrêté, soupçonné d'avoir assassiné les criminels, et il en informe Castor. Il explique que Fro combattait le sbire des ténèbres afin de protéger Taito, mais que cela s'est malheureusement avéré être un piège tendu à Frau. Bientôt, Taito accourt vers eux, leur disant qu'il désire sincèrement leur faire confiance, mais qu'il éprouve de grandes difficultés à y parvenir. Castor lui demande de les suivre et l'emmène dans une pièce destinée à la confrontation de son âme. Labrador lui demande de sonder son âme dès que la brume se dissipera, puis ils s'en vont.
Tito demande à la brume s'il doit faire confiance à l'église et à Fro, et soudain, une voix retentit lui disant qu'il doit leur faire confiance et faire confiance à tout ce qu'il découvrira en ce lieu. Dès que Tito regarde attentivement, il voit l'image de son père apparaître devant lui. Il lui dit qu'il va lever un autre sceau sur sa mémoire afin qu'il puisse découvrir davantage de ses souvenirs, et bientôt, Tito se souvient que le nom de son père est Fria Cruz. Tito réalise que Fria Cruz est le père qu'il a élevé dans cette église. Il sort de la pièce et déclare aux évêques qu'il a tout compris, qu'il appartient à cette église. Les évêques lui révèlent alors que Fria Cruz était un évêque excommunié il y a bien longtemps. Quand Taito demande pourquoi ils agiraient ainsi envers un prêtre, Castor lui dit que son père a dérobé la boîte de Pandore à l'église pour s'enfuir vers le royaume de Rag. C'était une boîte dans laquelle reposait le corps du dieu maléfique de la mort et Valorant, et en conséquence directe, la guerre de Rags a éclaté. Une fois la boîte de Pandore ouverte, l'armée impériale a envahi le royaume de son père et l'a détruit, mais ils ne sont toujours pas certains de la manière dont le conflit a réellement débuté. L'empire de Barsberg croyait que le royaume de Rags avait utilisé l'évêque Cruz pour voler la boîte de Pandore, car avec les deux yeux, ils auraient pu ressusciter Valorant et conquérir le monde entier. Ainsi, au nom de la justice, Rags fut détruit. Cependant, certains disent qu'Arbois que l'empire de Barsberg a entièrement inventé cette histoire et a utilisé cet incident pour accuser le royaume de Rags de fomenter une conquête. Ainsi, la vérité demeure enfouie dans les ténèbres. Quand Tito demande pourquoi son père aurait agi de la sorte, Castor répond que seul l'évêque Cruz connaît la vérité. Il doit donc découvrir sa propre vérité sans se fier aux autres versions de l'histoire. Castor dit à Tito qu'il est le dernier espoir du royaume, il ne doit donc absolument pas tomber entre les mains de l'Empire. Tito déclare que son père l'a sauvé et qu'il avait également une raison valable de dérober la boîte de Pandore. De plus, il est convaincu que son père avait une raison de protéger l'œil de Miko, il deviendra donc évêque et découvrira la vérité. Bientôt, les fleurs informent Labrador que Fro a été condamné à mort. Tito est choqué d'apprendre cette nouvelle. Castor lui explique que Fro a été confiné dans le donjon de lumière pour avoir utilisé le Wurzweil. Pendant ce temps, Bastian dit à l'archevêque que le criminel qui a survécu à l'attaque est trop faible pour être interrogé, mais il a été confirmé que Fro tenait l'arme du Wurzweil. Mais lorsque les évêques entrent en contact direct avec le Varsvial, les ténèbres dévorent leur corps sans pitié. Seuls ceux qui ont vendu leur âme aux ténèbres et leurs descendants peuvent toucher de tels objets sans protection aucune. Alors il demande à l'archevêque quand Fro a-t-il été souillé. Il lui demande de lui indiquer un moyen de le sauver, mais l'archevêque lui dit que Fro ne souhaite pas être sauvé, il ne peut plus utiliser le baculus et il a renoncé à vivre comme un évêque ordinaire. Le pape lui a formellement interdit de révéler la raison exacte, mais il assure à Bastian que l'église est protégée par une barrière et que même les plus puissants, les Warsfeil, sont impuissants face à elle. Ainsi, la barrière a très probablement été brisée par ceux qui sont capables d'utiliser le baculus. Et pour faire croire que Frau a utilisé le Warsfeil, un autre membre de l'église a forcément dû briser cette barrière. Cela signifie qu'il y a un traître au sein même de l'église. Tito se précipita à travers les canaux, désespéré de sauver Fro, qui avait toujours été un soutien indéfectible pour lui. Il ne pouvait concevoir pourquoi Fro était condamné à mort et estimait qu'il ne méritait absolument pas un tel sort. Déterminé à l'aider, Tito sollicita l'aide de Risset et elle le guida à travers les passages inondés menant au donjon de lumière où Fro était emprisonné. Pendant qu'il nageait, l'esprit de Taito était assailli de questions concernant la situation. La pression de l'eau et ses pensées frénétiques commencèrent à l'accabler, rendant sa respiration de plus en plus difficile. Sentant sa lutte, Risset l'aida à retrouver ses forces, l'exhortant à persévérer. Ils continuèrent d'avancer, s'enfonçant toujours plus profondément dans le dédale des canaux jusqu'à ce que Risset lui indique l'emplacement exact où Frau était détenu. Atteignant le donjon, Tito tenta aussitôt de percer le mur en utilisant son zéphyr. Cependant, malgré ses tentatives répétées, la barrière ne céda pas. La frustration et l'inquiétude le rongeaient profondément alors qu'il se demandait ce qu'il pouvait faire. Soudain, il sentit le zéphyr de Fro le contacter comme une main tendue. À travers lui, Fro lui transmit un message, l'exhortant avec insistance à partir. Il affirma que c'était son propre combat à mener et que Taito devrait se concentrer sur ses propres difficultés. Tito était stupéfait, il ne parvenait pas à comprendre comment Fro pouvait lui demander de s'en aller, surtout à l'heure où sa vie était en grand danger. Les mots de Fro résonnaient dans son esprit, mais Tito refusa de l'abandonner. Il redoubla d'efforts, sa détermination inébranlable malgré les obstacles. Son Zaifen continuait de frapper le mur avec acharnement, cherchant désespérément un passage. Il ressentait un mélange de colère et de tristesse face à l'insistance de Fro à vouloir gérer cette situation seul, mais sa résolution d'aider ne faiblit en rien. Fro exprima finalement sa profonde gratitude pour les efforts de Taito, mais expliqua que s'échapper ne ferait qu'attester les soupçons pesant sur lui. S'il s'enfuyait, cela le désignerait comme un traître, et il ne pouvait absolument pas permettre cela. Il demanda à Tito de partir sans lui, et de lui faire confiance pour trouver une issue par ses propres moyens. À contre-cœur, Tito comprit que la demande de Fro émanait d'un profond souci et d'un altruisme sincère, même si cela le frustrait. Avant que Taito ne puisse argumenter davantage, Fro lui offrit le volume 3, chapitre 17 de la Bible, un geste qui laissa Taito momentanément perplexe. Ce cadeau portait en lui un message silencieux de foi et d'encouragement. Fro souhaita à Taito bonne chance pour les défis futurs qui l'attendaient, l'exhortant à persévérer coûte que coûte. Son charme et sa confiance transparaissaient même dans ces circonstances des plus difficiles. Taito ressentit une vague d'émotion, mais refusa d'abandonner complètement. Il se promit solennellement que ce ne serait pas la dernière fois qu'il reverrait Fro.
Bien qu'il n'ait pas d'autre choix que de s'en aller pour l'instant, il jura silencieusement de revenir le secourir, quoi qu'il en coûte, et peu importe le prix. Avec un dernier regard, Tito s'éloigna à la hâte, portant à la fois l'espoir et la détermination dans son cœur. Sur le chemin du retour, Tito se remémore comment Mikage lui disait qu'il ne souriait jamais. Alors, quand il lui avait demandé comment s'y prendre, Mikage lui avait répondu qu'il devait simplement détendre ses muscles faciaux et qu'il grandirait davantage s'il souriait souvent. Alors, il se retourne immédiatement et esquisse un sourire forcé afro. Et celui-ci lui rend son sourire. Tito sort du canal en se promettant solennellement qu'il ne laissera plus jamais mourir quelqu'un qui lui est cher. Bientôt, Hakuren lui donne une serviette et lui rappelle qu'ils avaient promis de tout faire en binôme, mais que Tito avait couru seul. Il regarde dans les yeux de Tito et lui dit que le regard dans ses yeux a changé et cela signifie qu'il a recommencé à faire confiance à l'église. Hakuren lui assure qu'il travaillera main dans la main avec lui pour découvrir qui a faussement piégé leur cher évêque Fro et bientôt, ils joignent leurs mains pour œuvrer ensemble.